Il y a des histoires qu'on oublie et d'autres qui marquent à jamais. Raconte-moi son histoire de gangster vous emmène dans l'univers du crime, des figures mythiques et des destins brisés. Une création par le fondateur du podcast Raconte-moi son histoire. Installez-vous, écoutez et plongez dans le banditisme. Oh, tout doux, mon grand, tout doux. Hé, toi, pas peur d'être seul ici, en plein désert? Juste un feu pour t'éclairer. Et si des bandits passaient par là, tu ferais quoi, hein? Je te taquine. T'inquiète, y a rien à des kilomètres à la ronde. Ça te dérange si je fais une pause et que je partage un moment avec toi? Mon cheval a besoin de souffler. Et moi aussi. Et puis, j'ai une bouteille de bourbon. T'as pas envie de refuser ça, hein, pas vrai? Moi, c'est Sam. Sam Bass. Par ici, on me connaît plutôt bien. Oh, jolie guitare. Dis-moi, je te propose un marché. Je te raconte mon histoire et en échange, tu me joues un morceau. Ça te va comme deal? Mon histoire commence un 21 juillet 1851 à Mitchell, dans l'Indiana. Je suis né au milieu d'une ribambelle de gigos. Je te laisse imaginer la pagaille dans la baraque. Ouais, mais la vie n'a pas été tendre avec moi. Mes parents sont morts alors que j'étais qu'un gamin. Même pas 14 ans. C'est comme ça que j'ai atterri chez mon oncle. Un sale type. Je sais pas ce qu'il détestait le plus. Les mômes ou la vie elle-même. Mais je peux te dire qu'à chaque fois qu'il s'envoyait trop de whisky, j'étais son souffre-douleur. Une peine par-ci, une humiliation par-là. Ça a duré 5 foutues années. Mais un soir, après qu'il ait descendu une bouteille entière, j'ai décidé que c'était le dernier coup qu'il me mettrait. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti, sans un regard en arrière. Ouais. Je suis descendu à Rosedale, dans le Mississippi. C'est là que j'ai trouvé un petit job, dans une scierie. Oh, c'était pas la belle vie, mais j'avais un lit, un peu de pognon et surtout j'ai appris à tirer. Un jour, un des gars de la scierie m'a mis un Colt 1851 Navy entre les mains. Je m'en souviens comme si c'était hier. La première fois que j'ai pressé la gâchette. Ah, quelle sensation. Après ça, je me suis mis au poker. Un foutu bon jeu. Enfin, quand on sait jouer. Moi, au début, je savais pas. Je peux te dire que je me suis fait plumer plus d'une fois. Après un an à bosser comme un damné, j'ai pris la route en 1870. J'étais sur le grand chemin, le vent au dos, sans trop savoir où j'allais. Puis j'ai croisé un type, comment il s'appelait déjà? Ah, Scott Myers, un conducteur de charrette. Et il filait droit vers le Texas. Et le Texas, c'était mon rêve. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Alors, je l'ai suivi. Me voilà au Texas, sans connaissance, sans rien. Mais je vais te raconter. D'abord, je m'allume une cigarette. J'en étais où? Au Texas. Là-bas, j'ai vite trouvé un boulot. Je bossais pour le shérif Egan. Pas comme adjoint, faut pas déconner. J'étais qu'un ouvrier agricole, parfois conducteur de charrette. C'était pas glorieux, mais je connaissais mieux la région et je gagnais 20 $ par mois. Un jour, j'ai mis assez d'argent de côté pour acheter un cheval de course,
une jument appelée Dayton. Elle courait comme l'éclair. Et je te raconte pas combien je me suis fait en Paris grâce à elle. Le problème, c'est que mon patron aimait pas ça. Alors je suis parti pour San Antonio. Là-bas, je passais mes nuits dans les saloons. L'alcool, les jeux, les femmes. Quel bonheur. Puis j'ai rencontré Joel Collins, un barman, un sacré bonhomme. Lui, il savait comment faire de l'argent. Après un moment, il a plaqué son job et on s'est lancé dans les paris truqués avec ma jument. L'idée était simple. Il faisait courir le bruit qu'elle était lente. Personne pariait dessus, sauf moi, et je me suis gavé. Jusqu'à ce que tout le monde capte l'arnaque. Ah, puis les bookmakers ont commencé à refuser nos mises. Alors on est passé à autre chose. Un autre coup classique de l'époque. Acheter du bétail à crédit au Texas, où il coûtait 3 fois rien, et le revendre ailleurs. Collins connaissait un gars, Jack Davis. Et ensemble, on s'est lancé dans l'affaire. Puis me voilà reparti à l'aventure, à jouer le cow-boy pendant 6 mois. On a mené un troupeau jusqu'au Nebraska, à Ogallala. Ouais, c'était pas de troupeau, hein, mais on s'est fait $8,000. Une somme qui donnait le tournis. Et au lieu de rembourser notre dette, on a décidé de remettre ça à direction Deadwood, dans le Dakota du Sud. Là-bas, on avait entendu parler de mines d'or. Un vrai pactole, soi-disant. Mais quand on est arrivé, il neigeait et les mines étaient gelées. Foutu pour foutu, on a décidé de claquer notre blé. Jack Davis a monté un bordel, ouais. Avec une fille du nom de Maud. Ah, Maud. Une sacrée femme, hein. Tout le monde la voulait. Bah, je me souviens de cette nuit passée avec elle. Un sacré souvenir, ouais. Mais le bon temps, ça ne dure jamais. Avec Collins, on a voulu jouer aux hommes d'affaires. Une entreprise de transport, rien que ça. Sauf qu'on savait pas gérer un foutu sou. On dépensait beaucoup plus qu'on gagnait. Entre les cartes, le whisky, les filles. On était déjà foutus avant même d'avoir commencé. Alors, en 1876, on a décidé de changer la donne. Fini les petits boulots. Place au braquage. On était 6. Joel Collins, Jack Davis, Tom Nixon, Bill Elfridge, Jim Berry et moi-même. On nous a vite donné un nom. Les bandits des Black Hills. Notre spécialité, les diligences. 7 en tout. Mais je vais pas te mentir. Pas un foutu lingot d'or. Que des miettes. On n'a jamais touché le gros lot. Et un jour, ça a mal tourné. Un cocher a voulu jouer les héros. Il a pris une balle. Là, on a compris. On pouvait plus faire machine arrière. On était des hors-la-loi pour de bon. Mais si on voulait marquer l'histoire, il nous fallait un plus gros coup. Alors, on a visé le train de l'Union Pacifique. Et là, mon ami, là, tout a changé. Mais avant que je te raconte comment tout s'est passé, laisse-moi te servir un verre. Et pour moi maintenant. C'était le matin du 18 septembre, quand on a entendu parler qu'un train de l'Union Pacifique allait passer dans une gare, proche de là où on se trouvait. Après nos braquages, on se cachait souvent dans les montagnes. Ce jour-là, en début de soirée, on s'est rendu à la gare de Big Spring. C'était désert. Il y avait juste le chef de gare. On avait mis nos bandanas sur la bouche, fallait pas qu'on soit reconnu. Et Colin n'a pas perdu de temps. Il s'est approché du chef de gare, revolver à la main. « Toi là, il y a un train qui doit passer, tu vas l'arrêter !» Pendant ce temps, Nixon s'occupait du télégraphe. Pas question que les marshals s'en mêlent. La nuit est tombée et à 22h48, le train est arrivé. Le chef de gare, sous la menace, lui a fait signe de s'arrêter. Dès que les roues ont cessé de tourner, on est parti en courant et monté vite à bord. Ça devait se faire vite.
Collins et Etheridge ont foncé dans le wagon postal. Ils ont trouvé un petit coffre et l'ont ouvert. 450 $. Pas plus. Mais juste à côté, il y avait un coffre, bien plus gros. Sauf que c'était la merde. Un coffre à minuterie. Tu sais ce que c'est, hein? Une vraie galère. Ces foutus coffres étaient conçus pour ne s'ouvrir qu'à l'arrivée du train. Pas moyen de le forcer. Impossible de l'embarquer avec nous. Collins a bien essayé d'user de la violence sur le messager, mais ça n'a servi à rien. Pendant ce temps, Nixon et Berry s'occupaient des passagers. Ils ont récolté 1300 $ et 4 montres en or. Et moi et Davis, on fouillé d'autres wagons. Puis, devant moi, je vois plusieurs caisses en bois. J'en pète une, et à l'intérieur, un sac blanc. Je l'ouvre, jackpot. Mec, je te jure que j'avais jamais vu ça de ma vie. Des pièces d'or fraîchement frappées. Des 20 $, tout droit sortis de la monnaie de San Francisco. Une seule de ces pièces, c'était mon salaire entier. Et là, il y en avait des tas. Je fais signe à Davis. Regarde ça. Il a couru prévenir les autres. Et en quelques minutes, on a ouvert toutes les caisses. On a pris tout ce qu'on pouvait porter. Puis on est descendu du train, remonté sur nos chevaux. Et on est parti au galop. Une fois en sécurité, on s'est arrêté dans un endroit comme celui-ci, un peu perdu, un désert. Et là, on a commencé à compter. 1000 $, 2000, 5000, 10 000, jusqu'à arriver à 60 000 $. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais aujourd'hui, dans ton époque, ça fait plus de 1,8 million de $. Et c'est là qu'on a pris une décision. Se séparer. On était trop recherchés, le bruit avait couru. Les bandits des Black Hills avaient fait le coup du siècle. Dans toute la région du Nebraska, nos visages étaient placardés. Partout. Et voilà, on venait de faire le coup du siècle. Puis on s'est divisé en 3 groupes. Collins et Etheridge sont partis vers le Kansas. Nixon et Berry, eux, ont pris la route du Missouri. Davis et moi, direction le Texas. Collins et Etheridge, eux, ils n'ont pas eu vraiment de chance. Ils suivaient la Republican River vers Buffalo Station au Kansas, mais quelqu'un les a reconnus et a averti les flics. On avait convenu de se retrouver au Texas, mais le destin en a décidé autrement. Un shérif du comté d'Ellis les a interceptés avec ses hommes. Collins, lui, c'était un gars calme. Alors il a d'abord obéi et suivi le shérif. Mais il a cru qu'il pouvait s'en sortir. Il a dégainé son revolver et... Il a à peine sorti son revolver qu'il a été abattu, fusillé sur place. Ils n'ont même pas eu le temps de dépenser $1 du butin. Une bien triste fin pour ces 2 gaillards. Il paraît qu'ils sont enterrés au Kansas. Berry et Nixon, eux, avaient pris la direction du Missouri. Mais une fois sur place, ils se sont encore séparés. Berry, lui, a été stupide. Il est allé déposer 9000 $ à la banque. Tu crois vraiment qu'ils allaient pas se douter de quelque chose sérieux? Dès que les fédéraux ont repéré l'argent, ils sont allés directement chez lui. Ils ont trouvé sa femme et ses gosses. Mais lui était pas là. Quand il est rentré, il l'attendait. Une fusillade a éclaté et... Berry voulait pas finir au bagne. Il a eu ce qu'il voulait. On raconte que sa mère est morte quelques heures plus tard de chagrin. Une mère qui enterre son fils. Ça, mec, c'est une putain de tragédie. Buvons un coup à sa mémoire. Aucune mère ne mérite ça. Quant à Nixon, personne ne sait ce qu'il est devenu. C'était un Canadien, on suppose qu'il retournait au pays avec ses 10 000 $. Davis et moi, on a pris la direction du Texas. Une anecdote, ça te dit? La première chose qu'on a faite,
c'est vendre nos chevaux contre un chariot léger et 2 chevaux de trait. On a bien planqué l'argent au fond, puis on a traversé le Kansas. Et c'est là qu'on est tombé sur un détachement de cavalerie, à 100 mètres à peine de là où on campait. On n'était pas inquiets. On s'est mêlé aux soldats et il y en a un qui nous a dit « On est à la recherche de 2 types qui ont braqué un train de l'Union Pacifique. » Si seulement ils le savaient. C'est là que j'ai appris la mort de Collins et Eldridge. Ouais, ça m'a foutu un coup. Une fois arrivé à Dayton, on s'est fait discret. Un vieux pote est venu me prévenir. Sam, tous les shérifs de la région sont sur votre dos. Davis a flippé et il s'est barré. Il m'a proposé de le suivre, de partir en Amérique du Sud. Mais moi j'avais d'autres projets. J'ai reçu une lettre plus tard, il était en Louisiane. Il voulait ouvrir un commerce de peau. Moi, j'étais déjà reparti aux affaires. J'avais remonté ma propre bande. The Gang of Bass. Tu te doutes bien que ma tête valait cher. L'Union Pacifique avait pas apprécié qu'on leur vole leur or. Je bougeais tout le temps, et même si j'avais beaucoup d'argent, une cavale ça coûte cher. Mais j'étais pas égoïste. Quand fallait aider les pauvres, les malades, je le faisais. Et puis, il y a eu d'autres hommes qui m'ont rejoint. Des noms que t'entendras peut-être un jour. Alors, calme-toi ma belle. Ceux qui m'ont rejoint sont Thomas Spotwood, Arkansas Johnson, Frank Jackson, Henry Underwood, Sam Pipes, Seaborn Barnes, Albert Herdon et ce sale chien de Murphy. Le groupe s'était reformé et on s'était remis au boulot. On a braqué dans tout le Texas. Diligence, train, banque, tu vois le genre. Mais pour être honnête, on n'a jamais vraiment fait d'argent. On était de vrais amateurs. On a commencé à braquer d'abord dans la ville d'Eagleford, au sud-est du Texas. C'était une petite gare. On a braqué un train, puis un deuxième, un troisième, et au quatrième, l'un des nôtres s'est fait tirer dessus par le conducteur. Un type coriace celui-là. Au final, ça nous a rapporté $3000. Bon, moins glorieux que nos anciens coups, mais bon. Tu te doutes bien qu'après tout ça, tout le monde s'était mis en alerte. Les autorités ont formé des hommes, des Texas Rangers, pour nous traquer partout dans l'État. De jeunes recrues pleines d'ambition. Je dois t'avouer que j'adorais jouer avec eux. Malgré les avis de recherche, on profitait de la vie. Les soirs, on allait dans les saloons. C'est là que j'ai rencontré une femme, belle, élégante. J'ai eu un gosse avec elle. Mais à force de jouer à cache-cache avec eux, il devait arriver ce qui devait arriver. Un affrontement. On était à Salt Creek, dans le comté de Wythe, quand on est tombé droit sur des Rangers. Une fusillade a éclaté. Arkansas s'est fait fusiller. Putain, ce mec, c'était mon frère, je te jure. Ça a été très dur de m'en remettre. Peu après, ils ont attrapé Herdon et Murphy. Échec après échec, il ne restait plus que Seaborn Barnes avec nous et le plus jeune du groupe, Frank Jackson. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter ce pays et de partir vivre au Mexique. Mais tu sais qui c'est qui est revenu? Enfin, qui nous a contactés? Cet enfoiré de Murphy. Ah, putain. Moi qui lui avais filé un paquet d'argent pour lui et sa famille. Ouais, ce salaud n'a eu aucun scrupule. Bon, je t'explique. Il est revenu là où on était planqué, près de Dayton. C'était mon coin là-bas. Puis j'ai entendu une rumeur. Il aurait réussi à s'échapper. Puis on m'avait prévenu qu'il jouait double jeu. Mais je le connaissais depuis des années et je pensais pas qu'il pouvait nous la mettre à l'envers. Alors, avec Barnes, on a décidé de le buter. On s'était mis d'accord pour le faire lors d'un braquage de train. Mais Jackson ne voulait pas. Alors, on l'a laissé en vie. Jackson, c'était un jeune, mais courageux, audacieux. Puis, j'avais besoin de lui. On a pris une autre décision. Notre dernière décision. Braquer une petite banque et filer au Mexique.
Donc on a quitté le comté de Dayton en juillet 1878. On a traversé celui de Dallas. Crois-moi, j'étais pas du genre à me cacher. Tout le monde nous voyait. Il paraît que la chance appartient aux audacieux, non? Puis on est arrivé à Waco. Je suis allé dans un saloon et j'ai posé ma dernière pièce de $20 sur le comptoir et j'ai dit « Voilà les 20 derniers dollars de l'Union Pacifique qui partent. » Et ça m'a servi à rien. Ouais, ça m'a servi à rien. Puis on a repris la route, direction Round Rock. Murphy s'est proposé d'aller chercher du maïs pour les chevaux. Pendant ce temps, Barnes, Jackson et moi, on a traversé le pont qui menait à la ville. La banque était sur notre droite. On a fait un repérage rapide. Puis Barnes et moi sommes partis chercher du tabac. Et là, 2 flics ont débarqué. L'un d'eux me regarde et me dit « Hé, toi, t'as une arme ?» Bien sûr que j'ai une arme. Ce que je savais pas, c'est qu'un arrêté interdisait de porter une arme en ville. Seuls les habitants et les forces de l'ordre avaient ce droit. Puis j'ai tiré sur le flic. Ah putain. Ouais, je sais. On n'aurait pas dû, mais... Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là, hein? On est sorti du magasin et on a vu les Texas Rangers face à nous. Puis ça s'est mis à tirer de partout. On a bien essayé de rejoindre les chevaux, mais Barnes a pris une balle en pleine tête. Ah, je l'ai vu s'écrouler sous mes yeux pendant que je tirais en reculant. Et puis... J'ai senti quelque chose me transpercer. Ah, je me suis effondré au pied de Jackson. 3 hommes contre tout un putain de village. Ah putain, ça rigolait pas à l'époque, hein. Alors que je perdais connaissance, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Jackson m'a soulevé, m'a jeté sur un cheval et on a filé. Les balles sifflaient autour de nous. Murphy était là, à regarder. Et c'est là qu'on a compris. C'était lui qui nous avait balancé, ce putain de bâtard. On s'est arrêté quelques kilomètres plus loin. On n'était plus poursuivis. Jackson m'a descendu du cheval et m'a installé sous un gros arbre, qui me faisait un peu d'ombre, tu vois. Il a posé son chapeau sur ma tête et m'a dit « Ah, je vais m'occuper d'eux !» Ce foutu gamin voulait retourner se battre seul contre toute une ville. Ah, c'est vrai qu'il était bon tireur, mais... ils étaient 20, peut-être plus. Je lui ai dit d'arrêter ses conneries et de partir, de rester en vie, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai été capturé le lendemain, capturé, interrogé sous cet arbre. Il voulait savoir où était Jackson. Il espérait que je balance. Je leur ai dit d'aller demander à Murphy. D'ailleurs, il paraît qu'il est mort en prison. Une maladie. Jackson l'aurait menacé et il a pris peur, enfin. Moi, je suis mort à Round Rock le 21 juillet 1878, le jour de mon 27e anniversaire. Ouais, voilà. Et quand ils m'ont mis dans un trou, il y avait personne. Voilà mon histoire. Bon, un deal c'est un deal, non? Je t'ai raconté mon histoire, maintenant, joue-moi quelque chose avec ta guitare. I was alone at my camp. A fire crackled when a man came to me. He started telling me his story. He said his parents died when he was less than 14. This is the story of Sam Bass, the cowboy who died under a tree. Today he smiles in the blue sky, betrayed by the friend he had helped so much. This is the story of Sam Bass, the cowboy who had no home. He roamed the Texas trails, searching for a few dollars. He continued his story. He left his violent uncle
for the roads of honest work. But his mare brought him much more. One night he met a man named Collins, and together they set off to seek their fortune. This is the story of Sam Bass, the cowboy who died under a tree. Today he smiles in the blue sky, betrayed by the friend he had helped so much. This is the story of Sam Bass, the cowboy who had no home. He roamed the Texas trails, searching for a few dollars. He took the train to fortune. His friends were dead, but he kept riding on.